Les forces russes ont été repoussées dans leur tentative de prendre le contrôle de la ville clé de l'Ukraine lorsque la Russie a commencé son invasion il y a 2 ans, mais avec Kiev affaibli par le manque d'armes de ses alliés occidentaux, Vladimir Poutine essaie à nouveau. La Russie a rouvert un nouveau front majeur dans son conflit avec l'Ukraine, dans une manœuvre qui écrasera les forces déjà désarmées et numériquement inférieures de Kiev, toujours en attente d'armes occidentales. L'armée russe a déclenché un déluge d'artillerie et de frappes aériennes tôt samedi matin, tandis que les troupes au sol tentaient la plus grande incursion dans le nord de l'Ukraine, une zone qui partage une longue frontière avec la Russie. Des combats féroces ont éclaté tout au long du week-end dans divers endroits, le long d'une bande de 72 km de la frontière dans la région de Kharkiv. Moscou a affirmé avoir pris le contrôle de 5 villages, tandis que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré que les combats se déroulaient autour de 7 villages. En signe de la gravité du défi, l'Ukraine déploie des forces de réserve pour aider à repousser l'attaque russe et un commandant de haut rang a été désigné pour diriger l'effort. Le timing de l'attaque ne pourrait pas être pire pour Kiev, et c'est apparemment pourquoi la Russie a décidé d'agir. Les troupes russes gagnent déjà du terrain lentement dans l'est de la région du Donbass, se rapprochant du sommet de la colline de Chasiv Yar. Si cette forteresse ukrainienne tombe, elle donnerait aux troupes d'invasion un point d'appui pour frapper plus facilement dans le reste du Donbass, mettant en danger des villes clés comme Kramatorsk. En intensifiant les attaques en direction de Kharkiv, la Russie pourrait contraindre les commandants ukrainiens à détourner les ressources de l'Est vers le Nord, affaiblissant ainsi leur ligne de défense dans le Donbass, qui est déjà en difficulté. Rendant la situation encore plus critique, les retards dans la livraison d'armes et de munitions supplémentaires par les alliés occidentaux sur le front ont laissé les forces ukrainiennes exposées. Alors que Poutine n'a pas ouvertement déclaré ses intentions, Kharkiv semble être une affaire inachevée. La capitale régionale était un objectif clé de l'invasion en février 2022. Les forces russes ont occupé des zones de la région de Kharkiv, mais n'ont jamais réussi à capturer la ville. Une contre-offensive ukrainienne à la fin de l'été 2022 a repoussé les Russes. Cependant, la Russie a commencé à mener des attaques incessantes avec de l'artillerie et des drones contre les villages et les villes avoisinantes, ainsi que des attaques de missiles à plus longue portée contre Kharkiv. L'agression s'est intensifiée ces dernières semaines avant de culminer dans l'offensive terrestre de samedi. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Cameron, après la tentative infructueuse de l'armée russe de briser la défense de l'Ukraine dans la région de Kharkiv, a parlé d'un moment extrêmement dangereux dans la guerre en cours. Il a déclaré dans une interview à Sky News, rapportée par Ukrinform et BuzzPlus, « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les Ukrainiens, après la tentative infructueuse des troupes russes de lancer une offensive vers Kharkiv. » Il a également mentionné le récent paquet d'aide militaire pluriannuel annoncé par le Royaume-Uni pour l'Ukraine d'une valeur de 3 milliards de livres sterling. De plus, le politicien britannique a déclaré qu'il aurait été préférable que le paquet d'aide à l'Ukraine des États-Unis d'une valeur de 61 milliards de dollars arrive plus tôt, car l'Ukraine souffre dans la guerre terrestre. Nous devons tous en faire plus, c'est ce que fait le Royaume-Uni. Mais l'argent américain fera une différence, donc nous devons y aller, donner aux Ukrainiens le soutien dont ils ont besoin, a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères britannique. Dans le même temps, Cameron a souligné que l'esprit combatif de l'armée ukrainienne reste fort. J'y étais l'autre jour, leur moral est toujours fort, ils continuent de causer des pertes terribles aux Russes. Si seulement les Russes pouvaient voir combien de personnes ils perdent a-t-il déclaré. Comme l'a rapporté Ukrinform plus tôt, les Russes ont intensifié les attaques visant les zones de Kharkiv, tandis que le président Volodymyr Zelensky a déclaré que depuis samedi matin, le 10 mai, l'offensive russe vers Kharkiv avait été stoppée. Les forces israéliennes ont poursuivi les combats contre les militants palestiniens dans la bande de Gaza dimanche, y compris dans les parties dévastées du nord que l'armée avait déclaré avoir nettoyées il y a des mois. Le Hamas a exploité l'insécurité dans ces parties de l'enclave pour regrouper ses forces. Israël a déclaré que la ville de Rafah à Gaza est le dernier bastion du Hamas et insiste sur le fait qu'il doit absolument la conquérir pour atteindre son objectif de neutraliser ce groupe et de libérer les otages. Une offensive limitée à Rafah s'est étendue ces derniers jours, contraignant environ 300 000 Palestiniens à fuir la ville. Cependant, les autres zones dévastées par la guerre à Gaza semblent offrir au Hamas suffisamment d'opportunités pour se regrouper. Les Palestiniens ont signalé de lourdes frappes israéliennes pendant la nuit dernière dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans d'autres zones au nord de la bande de Gaza, qui ont subi des dommages considérables et sont restés isolés des forces israéliennes pendant des mois. Les responsables des Nations Unies affirment qu'il y a une faim absolue dans le nord de l'enclave.
Les habitants ont déclaré que les avions de chasse israéliens ont attaqué le camp et la zone de Zetoun à l'est de la ville de Gaza, où les troupes israéliennes combattent les membres du Hamas depuis plusieurs semaines. Et c'était une nuit difficile. C'est de la folie, a déclaré Abdelkarim Radouane, un Palestinien de Jabalia. Il a dit avoir entendu des bombardements continus depuis midi samedi. Les membres de l'équipe de secours de la protection civile palestinienne ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu répondre à de nombreuses demandes d'aide dans cette zone, ainsi qu'à Rafah, dans la partie est de Gaza. L'armée israélienne envisage de mettre en œuvre un plan pour une occupation complète de Rafah, une ville située au sud de la bande de Gaza où de nombreux militants du Hamas sont déjà abrités, selon des informations rapportées par les médias samedi. En plus des attaques de roquettes tout au long de la journée de samedi, Israël a intensifié les appels à l'évacuation des civils palestiniens. Des journalistes, des médecins et des témoins ont rapporté à l'AFP des attaques dans toute la région côtière, où l'ONU affirme que l'aide humanitaire a été bloquée en raison de l'opposition continue des forces israéliennes aux appels internationaux. Les témoins sur place ont signalé des attaques intensives près du point de passage frontalier avec l'Égypte. Pendant ce temps, alors qu'Israël avance dans ses objectifs, un rapport du département d'État américain a révélé la crise des relations entre les États-Unis et leur ancien allié hébreu. Dans un rapport présenté au Congrès il y a 2 jours, le département d'État a estimé qu'Israël aurait pu violer le droit international en utilisant des armes américaines lors de l'offensive à Gaza, mais n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour bloquer les envois. Quelques jours auparavant, le président Joe Biden avait également menacé publiquement de suspendre certaines bombes et obus d'artillerie si Israël continuait son attaque à grande échelle à Rafah, où les Nations Unies estiment que plus de 1,4 million de personnes sont abritées. La Russie aurait perdu plus de 8000 soldats et près de 80 chars au cours de la semaine dernière, selon les chiffres de l'armée ukrainienne, tandis qu'une nouvelle offensive russe se déroule dans le nord du pays. Les forces de Moscou auraient perdu 8030 combattants et 79 chars au cours des 7 derniers jours, selon les statistiques de l'armée de Kiev, rapportent les médias étrangers, cités par BuzzPlus. De plus, selon les rapports, la Russie aurait subi 1260 pertes au cours de la journée précédente, ont déclaré les forces armées ukrainiennes. Il est très difficile de déterminer avec précision les pertes de la Russie et de l'Ukraine, et Newsweek écrit qu'il n'a pas pu vérifier de manière indépendante le rapport de Kiev sur les pertes de Moscou. Cependant, les pertes russes, selon les estimations de Kiev, ont augmenté lors de la bataille pour la ville orientale de Bakoumou-Donetsk en début d'année 2023 et avant que Moscou ne prenne le contrôle de l'ancien bastion ukrainien d'Avdiivka en février de cette année. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie tentait d'élargir ses opérations contre les forces ukrainiennes dans le nord du pays. Kiev a rapidement envoyé des renforts aux positions dans la région de Kharkiv, qui borde la Russie, a déclaré le président. Pendant ce temps, des rapports ces dernières semaines avaient suggéré que la Russie se préparait à lancer une possible offensive dans le nord de l'Ukraine. Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir pris une série de villages à la frontière, y compris les établissements de Borisivka, Oyartsev et Plotenivka. Le ministère russe de la Défense affirme que ses troupes ont pris le contrôle de 4 villages supplémentaires dans la région de Kharkiv, ce qui porterait le total à 9. Le ministère a déclaré hier qu'il avait pris les villages ukrainiens de Borisivka, Oyartsev, Pilna et Strilcha, tous situés directement à la frontière avec la région de Belgorod en Russie. Les responsables russes ont également déclaré avoir capturé un autre village, Plotenivka. Maintenant, ils ont revendiqué 4 autres villages, Atish, Krasn, Morokove et Oliynikov. Kiev n'a pas commenté ces dernières affirmations, mais les responsables ukrainiens sont restés jusqu'à présent catégoriques sur le fait que les troupes du pays continuent de se battre et d'empêcher les Russes de gagner du terrain. En Allemagne, un débat sur le retour du service militaire obligatoire fait rage depuis des mois. En raison d'une Russie de plus en plus agressive et d'un manque de personnel dans la Bundeswehr, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, doit prendre une décision. Actuellement, il teste différents modèles, dont le modèle suédois. La Suède a suspendu le service militaire en 2010, mais l'a réintroduit 7 ans plus tard, après l'annexion de la Crimée par la Russie. Depuis lors, tous les jeunes de 18 ans doivent postuler et remplir le formulaire approprié en ligne. Certains d'entre eux sont invités à passer un examen médical. Mais à la fin, seuls environ 5 à 10% des hommes et des femmes qui se sont présentés finissent réellement par effectuer le service militaire.
Seuls ceux qui sont volontaires pour le service militaire sont recrutés. Par conséquent, le service militaire est de facto volontaire. Au Danemark, il existe également un service militaire à partir de l'âge de 18 ans, mais jusqu'à présent, uniquement pour les hommes. Les femmes devraient être recrutées à partir de 2026. En Norvège, depuis 2016, les hommes et les femmes doivent se présenter pour s'inscrire, où leur aptitude militaire est évaluée médicalement. Mais même dans ce pays scandinave, seuls quelques-uns des inscrits sont finalement appelés sous les drapeaux. Malgré de nombreux arguments, l'Autriche n'a jamais renoncé au service militaire. Les hommes âgés de 18 à 35 ans ne sont appelés que pour 6 mois de service militaire de base, à condition qu'ils soient aptes auparavant. La Turquie a une particularité. Les conscrits peuvent raccourcir leur temps de service de 4 semaines moyennant des frais d'environ 5 000 €. Dans l'ensemble, le service militaire obligatoire s'applique à tous les hommes âgés de 20 à 41 ans et dure au moins 6 mois. Ceux qui évitent le service se voient infliger des amendes ou sont envoyés en prison. En Turquie, personne n'a le droit de refuser le service militaire. Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a réagi à la nouvelle du remaniement du cabinet de Vladimir Poutine. Dans un message sur X, M. Shapps déclare que Sergueï Shoïgu a supervisé plus de 355 000 victimes parmi les soldats russes et a causé des souffrances massives en Ukraine. La Russie a besoin d'un ministre de la Défense qui pourrait annuler cet héritage désastreux et mettre fin à l'invasion, mais tout ce qu'ils auront, ce sera un autre pantin de Poutine, a-t-il déclaré. L'OTAN a organisé une démonstration de force contre Vladimir Poutine avec les forces britanniques participant à un exercice militaire majeur en Estonie, pays voisin de la Russie. Cet exercice était le plus grand de l'organisation depuis la guerre froide et comprenait la participation de 82 soldats britanniques et de 60 troupes américaines qui ont été largués en parachute depuis 3 avions de transport C-17 des États-Unis. Cette manœuvre fait partie d'une série de missions terrestres, aériennes et maritimes qui seront menées par les 32 États membres de l'OTAN dans le cadre de l'opération Steadfast de Vendée. Des exercices ont eu lieu dans plusieurs pays différents, de l'Arctique à la Méditerranée, et les troupes parachutistes ont atterri dans un endroit que beaucoup craignent d'être une cible pour le président russe. Cette démonstration d'unité intervient après que la Russie a lancé une vague de représailles avec des attaques de missiles, des drones kamikazes et de l'artillerie à Kharkiv jeudi soir, alors que des signes indiquent que Vladimir Poutine tente de prendre le contrôle de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Des images et des vidéos choquantes de la métropole dévastée ont montré plusieurs immeubles résidentiels en flammes et des décombres éparpillés dans les rues tandis que les secouristes s'efforçaient d'éteindre les incendies. Cet exercice survient dans un contexte de tensions croissantes entre les pays de l'OTAN et la Russie, après que la Grande-Bretagne a expulsé l'attaché de défense de Moscou et fermé une base secrète connue sous le nom de The Palais de Poutine en début de semaine. James Cleverly a révélé les plans visant à y cibler et frapper les opérations de renseignement russes, dans ce qui est considéré comme l'un des gestes les plus significatifs de ce genre depuis la fin de la guerre froide. Le secrétaire à l'intérieur britannique a démasqué l'attaché russe de la défense, le colonel Maxim Elovic, en le qualifiant de chef espion et a déclaré qu'il serait immédiatement expulsé du Royaume-Uni. Il a également annoncé que plusieurs installations diplomatiques suspectées d'être des bases d'espionnage perdraient leur statut juridique spécial. Notre message à la Russie est clair. Mettez fin à cette guerre illégale, retirez vos troupes d'Ukraine, mettez fin à cette activité malveillante, a déclaré Cleverly. C'est le moment où le bloc d'immeubles s'effondre en Russie à la suite d'une attaque ukrainienne, dans la ville russe le long de la frontière, laissant 7 morts et plusieurs blessés. Les équipes de secours étaient sur place dans la ville de Belgorod après l'effondrement d'un immeuble de 10 étages, qui s'est effondré et s'est transformé en ruine, alors que Moscou prétend qu'il a été attaqué par les forces ukrainiennes. Les caméras de sécurité montrent l'explosion qui aurait probablement eu lieu à l'intérieur des murs de l'immeuble, prétendu par Kiev, faisant allusion au fait que le Kremlin orchestre constamment de telles choses pour accuser les Ukrainiens d'avoir prétendument attaqué des civils. L'ensemble du bâtiment s'est effondré, tandis que les équipes de secours ont réussi à extraire les survivants piégés sous les décombres. Ce qui est le plus surprenant, c'est que le sommet de l'immeuble est resté intact, et tandis que les équipes de secours nettoyaient la zone, elles ont remarqué que le sommet commençait également à tomber. Le président russe Vladimir Poutine a proposé de remplacer son allié de longue date, Sergueï Shoïgu, en tant que ministre de la Défense, et de le remplacer par l'ancien Premier ministre adjoint Andreï Belouzov, a déclaré le 12 mai la Chambre haute du Parlement, le Conseil de la Fédération.
Shoigu est ministre de la Défense depuis 2012 et dirige l'armée russe depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine, qui a débuté en 2022. De nombreux observateurs militaires en Russie ont critiqué le manque de progrès et les lourdes pertes subies par les troupes russes depuis le début de l'invasion. Un rapport a indiqué que Shoigu serait nommé secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, qui conseille le président sur les questions de sécurité nationale. Le Conseil de la Fédération a également déclaré que Poutine avait proposé de reconduire Sergueï Lavrov au poste de ministre des Affaires étrangères de la Russie. Ces actions doivent être approuvées par le Conseil de la Fédération, mais les parlements russes sont considérés comme des organes d'approbation des souhaits de Poutine. Au moins 7 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lorsqu'une section entière d'un immeuble d'appartements à plusieurs étages s'est effondrée après une frappe de missiles ukrainiens dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, ont déclaré des responsables russes. Des images de la scène postées par Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région, ont montré au moins 10 étages de l'immeuble s'effondrant. La ville de Belgorod et la région de Belgorod ont été soumises à un bombardement massif par les forces armées ukrainiennes, a déclaré Gladkov. À la suite d'un impact direct d'une coquille dans un immeuble d'appartements, toute l'entrée du 10e au premier étage s'est effondrée. Le canal de presse Mach Telegram de la Russie a déclaré qu'au moins 7 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées. Il n'était pas clair immédiatement quelles armes avaient été utilisées dans l'attaque, ou si elles avaient été fournies par l'Occident. La Russie est accusée de recruter des extrémistes d'extrême droite planifiant des attaques terroristes dans les pays de l'OTAN, y compris le Royaume-Uni, après que le gouvernement britannique ait expulsé la semaine dernière plusieurs espions russes, dont l'attaché de défense de Moscou à Londres. Les experts affirment que Vladimir Poutine et son bureau du renseignement militaire GRU sont derrière les terroristes ayant perpétré plusieurs attaques en Occident ces derniers mois et planifiant encore plus à l'avenir. Les agents secrets du GRU et le groupe de mercenaires Wagner sont soupçonnés de recruter des militants décrits comme pro-russes, pro-Poutine et très violents. Ces avertissements interviennent quelques jours après que le secrétaire britannique à la Défense, James Cleverly, ait déclaré aux députés qu'un officier du renseignement militaire russe et non déclaré, le colonel Maxim Elovik, s'était présenté comme attaché de défense de Moscou et qu'il lui avait maintenant été demandé de quitter le pays. Cleverly a également fermé plusieurs bâtiments utilisés par le régime de Poutine et a promis une limite sur le temps que les diplomates russes peuvent passer au Royaume-Uni. Londres a expulsé des dizaines d'espions russes depuis les empoisonnements au Novichok à Salisbury en 2018, une tentative ratée d'assassiner l'ancien officier militaire russe et agent double britannique Sergei Skripal et sa fille Yulia. Et récemment, il y a eu des accusations selon lesquelles Moscou était impliqué dans une attaque présumée à l'incendie criminel dans un centre d'aide ukrainien à Londres. Le Britannique Dylan Earle, 20 ans, a été inculpé le mois dernier pour avoir travaillé pour un service de renseignement russe après avoir été accusé d'avoir incendié le centre d'aide. Earle est accusé d'avoir recruté d'autres personnes pour perpétrer l'attaque dans le but d'envoyer un e-message et au nom de la Russie, selon lequel l'aide à l'Ukraine sera confrontée à des sanctions. On dit que c'est la première attaque orchestrée par le groupe Wagner sur le sol britannique. Les responsables du renseignement affirment que le Royaume-Uni est certainement l'une des cibles principales, mais d'autres pays occidentaux ne sont pas épargnés. Au moins 3 gouvernements européens ont fourni des renseignements indiquant que la Russie intensifie ses efforts de sabotage de manière plus agressive et coordonnée. Selon le Financial Times, des explosions et des incendies criminels sont suspectés d'être en préparation en Europe, y compris en Allemagne. L'Union européenne est en discussion avec Kiev pour des garanties de sécurité possibles, dans le but de concrétiser les grandes promesses de sécurité pour l'Ukraine d'ici début juillet, rapporte le journal allemand Welt am Sonntag. Ce journal a signalé avoir vu un document de projet à Bruxelles, dans lequel il est également débattu de l'envoi éventuel de soldats des pays de l'UE en Ukraine. Les membres des 27 pays de l'UE, eux, se sont récemment mis d'accord sur un texte confidentiel de 11 pages, selon le journal. Welt am Sonntag ajoute que le texte stipule que la possibilité de participation directe des soldats de l'UE aux opérations militaires contre la Russie aux côtés des soldats ukrainiens est exclue. Cependant, les pays s'engagent, selon le document, à fournir à l'Ukraine des armes et à l'aider dans la formation. La grande majorité des pays de l'UE ont soutenu l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il y a plusieurs mois déjà, le président français, Emmanuel Macron, n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des troupes des pays alliés occidentaux à Kiev en Ukraine. Interrogé directement en mars, il a déclaré que toutes ces options sont possibles.
Le président russe, Vladimir Poutine, a tenté de décrire l'aide militaire à l'Ukraine comme une indication que l'OTAN et l'Occident sont déjà impliqués dans le conflit. Les États-Unis et d'autres partisans de Kiev contestent cette représentation. L'OTAN et les États-Unis ont soigneusement limité leur implication pour ne pas donner la priorité à Moscou dans ce qu'ils considèrent comme une guerre d'agression en Ukraine, menaçant l'ordre et la souveraineté internationale. L'arrêt des ventes d'armes britanniques à Israël en cas de début d'une attaque terrestre à Rafah, dans la bande de Gaza, renforcerait le Hamas, a déclaré dimanche le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Cameron. Israël a ordonné aux Palestiniens de quitter la ville du Sud samedi, en tant qu'indication qu'il poursuit ses plans pour une attaque terrestre, malgré la menace du président américain Joe Biden de cesser les livraisons de certaines armes s'il le fait. Cameron a déclaré qu'il n'appuierait pas une opération à Rafah en l'absence d'un plan pour protéger les centaines de milliers de civils réfugiés dans la ville frontalière du Sud. Cependant, la Grande-Bretagne était dans une position totalement différente des États-Unis en ce qui concerne l'offre d'armes à Israël. La dernière fois qu'on m'a demandé de faire cela, quelques jours plus tard, il y a eu une attaque brutale de l'Iran contre Israël, impliquant 140 missiles de croisière, a-t-il ajouté. Cameron a déclaré que la meilleure réponse y serait que le Hamas, qui contrôle Gaza, accepte un accord pour la libération des otages. Et si nous changeons notre approche des exportations d'armes vers Israël, nous renforcerons le Hamas, nous rendrons un accord pour les otages encore moins probable et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, a-t-il déclaré. Tout au moins 7 personnes ont été tuées et 15 autres ont été blessées dans l'effondrement d'une partie d'un immeuble résidentiel à plusieurs étages, suite à une attaque de missiles ukrainienne dans la ville frontalière russe de Belgorod, ont déclaré dimanche des responsables russes. Des images du site, publiées par le gouverneur de cette région frontalière avec l'Ukraine, Vyacheslav Gladkov, montrent l'effondrement d'au moins 10 étages du bâtiment. La ville de Belgorod et la région de Belgorod ont été bombardées par les forces armées ukrainiennes, a déclaré M. Gladkov. Suite à une frappe directe sur un immeuble résidentiel, toute l'entrée, du 10e au premier étage, s'est effondrée, a-t-il ajouté. La chaîne de télégramme russe, MASH, a rapporté qu'au moins 7 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées. Un témoin a déclaré avoir vu de nombreuses ambulances et des véhicules de pompiers sur les lieux. Et une partie entière d'un immeuble de 10 étages s'est effondrée. J'ai vu plusieurs victimes, a déclaré le témoin à Reuters. Plus tôt dimanche, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 2 missiles balistiques de l'époque soviétique lancés par les forces ukrainiennes sur la région de Belgorod pendant la nuit. Les villes de l'ouest de la Russie sont confrontées à des attaques constantes de drones depuis mai 2023. Pour ces attaques, les responsables russes ont accusé Kiev. Les responsables ukrainiens, de leur côté, n'ont jamais revendiqué la responsabilité des attaques sur le territoire russe ou dans la péninsule annexée de Crimée. La région de Belgorod en particulier a été la cible d'attaques majeures. En décembre 2023, 25 personnes ont été tuées lors d'une attaque en plein centre-ville. Peu avant que la Russie ne prétende que ses troupes avaient saisi 4 autres villages dans la région de Kharkiv, le chef militaire de l'Ukraine avait donné une mise à jour sur Telegram. Oleksandr Syrski a insisté sur le fait que ses forces faisaient tout leur possible pour contenir la menace russe, mais a admis que cela posait un défi. Les unités des forces de défense combattent des batailles défensives féroces, les tentatives des envahisseurs russes de percer nos défenses ont été stoppées, a-t-il déclaré. La situation est difficile, mais les forces de défense de l'Ukraine font tout leur possible pour maintenir les lignes et positions défensives, infliger des dommages à l'ennemi. Les responsables ukrainiens n'ont pas commenté les rapports provenant de Russie affirmant qu'elle avait capturé les villages de Atish, Krasne, Morokove et Oliynikov.